Bonjour Folie. Bonjour. Donc aujourd'hui nous manifestons pour sortir du colonialisme. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement qui est organisé contre effectivement ces années de France-Afrique? C'est un événement capital parce que les gens croient à tort que le colonialisme est derrière nous, alors que le colonialisme est quotidien, est constant, c'est dans les esprits, c'est dans l'histoire impactée avec nos habitudes, nos actes, nos façons de parler, nos façons de faire, le regard qu'on porte sur l'autre. Il y a une espèce le rejet de l'autre actuel, le rejet des immigrés, etc. On a l'impression que c'est imputable aux actes de ces immigrés, alors que bon, c'est imputable à une stigmatisation qui remonte à des siècles, ce qui ne veut pas dire que tous les immigrés soient des vertueux, ni que tous les immigrés soient des monstres, ni que ceux qui les accueillent soient des... C'est un peu plus compliqué que ça. Donc nous avons un gros ménage à faire dans nos têtes. Et quand on voit des gens se lever comme ça pour y croire, faire des choses, ça donne, ça met de la chaleur au cœur. Alors je suis passé ici à la Bellevilloise il y a quelques temps maintenant avec les Indivisibles qui faisaient effectivement des prix concernant ces fameuses phrases racistes, donc des prix contre effectivement le fameux Zemmour, etc. On retrouve effectivement d'autres associations qui s'occupent de ces questions. Ici, donc, nous avons Survie. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu faire effectivement contre ces formes de racisme qui sont très présentes à la télévision notamment? C'est d'être là et d'y croire tous les jours parce que c'est tellement, comment dire, c'est de tels tombereaux, c'est tellement passé dans les mœurs qu'on peut avoir tendance à s'en accommoder ou alors à réagir violemment parce que bon, on a accumulé tellement de choses que des fois ça explose. Bon, mais de venir ici, de côtoyer des gens qui eux aussi croient que bon, on peut en sortir, c'est une bonne chose. Et puis de traiter tout ça par l'humour, contre des humours, il faut du humour. Quel reflet ça donne au moment où la Tunisie se libère? On pense effectivement à l'Égypte également. On espère pour l'Algérie et peut-être pour le Maroc où la situation peut être un petit peu différente, mais tout du moins il y a des choses à faire dans ce pays qui touchent à des questions france-africaines également très fortes. Est-ce que tu peux nous parler de cet écho en Afrique par rapport à ces actions qui sont menées ici? C'est un tremblement de terre, c'est un véritable tremblement de terre, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vécu la dictature, je crois ils ne réalisent pas à quel point c'est un tremblement. Moi, ayant vécu au Togo et sachant ce que c'est la dictature, sachant ce que c'est cette chape-là qui pèse sur vous, avec la complicité des gens qui vous émerveillent avec des discours plein de valeurs, de belles valeurs qu'on voit Madame Alliot-Marie nous montrer avec grande maestria. Donc bon, quand on a vécu sous ces chapes-là, on comprend ce que peuvent ressentir aujourd'hui les Tunisiens. Alors il y a un aller-retour de la diaspora vers l'Afrique à ce niveau-là. Moi je sais que je t'avais vu avec le comité de soutien au peuple togolais. Oui. C'était ça me revient. Oui. Effectivement. Quelles ont été les suites à ces actions menées lors effectivement des élections truquées par Ayédéma? Voilà. Disons que c'est toujours très difficile. Dans le cas particulier d'Ayédéma, il avait une telle emprise, un tel poids sur la population togolaise qu'on en était arrivé à le croire immortel. Le fait de le voir mourir bêtement comme un chien sans hôpital où le soigner, ça a libéré un flot d'espoir que la reprise en main brutale, il y a eu des centaines de morts, 500 morts au moins certifiés par l'ONU.
500 morts au moins. Les gens qui étaient sur le terrain, bon, on parlait pour certains de 700, pour d'autres de 1500, etc. Mais bon, certifié par l'ONU, c'est 500. C'est énorme. C'est le double de ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, etc. Donc bon, et donc cette reprise en main a vraiment tué l'espoir. Les gens se sont avachis, ont baissé les bras et petit à petit rament pour essayer de remonter à la surface, mais c'est jamais facile. Est-ce que tu penses qu'il s'est passé la même chose au Gabon avec la famille Bongo? Évidemment. C'est pareil. Évidemment. Et puis c'est les mêmes ressorts, on les connaît, c'est-à-dire bon, c'est les services secrets français, c'est l'armée, enfin qui dit service secret français dit armée française, ou l'officiel ou l'officieuse avec les elfes et tout ce qui s'ensuit, les Sirven, les Taralo et compagnie, tout ce système-là. Bon, ils le savent parce qu'ils connaissent vraiment bien l'Afrique. Ça fait depuis des décennies que ça dure, depuis Focard, ils connaissent l'Afrique, ils savent. Et puis ce qu'ils font vivre aux populations africaines, ils le font vivre aussi à petite échelle aux populations françaises aussi. C'est-à-dire on sait comment, qu'ils protestent, ils finiront bien par se calmer. Même Sarkozy en est un maître de cette pratique, ne serait-ce qu'avec la réforme des retraites par exemple. Alors qu'est-ce que tu penses justement de cette Afrique, cette France-Afrique décomplexée, affichée par Sarkozy notamment? C'est honteux, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Je me rappelle en 2005, vous y faisiez allusion en 2005, il y a eu un ami français qui est venu avec nous. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'as jamais mis les pieds au Togo? Il me dit, mais attends, oui, j'y étais en vacances quand les choses ont commencé. Avec ce que j'ai vu, je me dis, il faut que j'agisse, sinon mes enfants vont se prendre des avions sur la tête. Parce que bon, je crois que ce côté décomplexé, on ne le réalise pas, mais pour que des Tunisiens disent on va peut-être se faire tuer, mais on s'en fout, on y va, et advienne que pourra. Pour que des Égyptiens se fassent tuer et disent on est déterminé, on y arrivera, on obtiendra des résultats, c'est qu'on en était arrivé à un point de désespoir. Et il parle de haut gras, il parlait de haut gras en Tunisie, c'est-à-dire de ce mépris, ce niveau d'absence de complexe confine au mépris le plus royal. Et je crois que c'est Sarkozy lui-même qui disait quelque part qu'il n'y a pas pire bombe atomique que le sentiment d'être méprisé. À ce compte-là, la France-Afrique décomplexée entraîne une espèce d'accumulation de haine dans les pays africains. Parce qu'on se disait, avant encore, ils faisaient semblant de ne pas savoir. Maintenant, ils savent, ils disent, on vous emmerde. Le retour de bâton pourrait être une violence dont la France n'a pas encore idée. Alors est-ce que ça passerait par la justice justement pour combattre ce système? Je me souviens avoir interviewé Maître William Bourdon justement sur les avoirs de Ben Ali en France. Il y a l'association Sherpa qui s'en occupe notamment. Est-ce que tu penses effectivement que ça passe vraiment par les tribunaux? Tout ce qui est transaction, tout ce qui est discussion, tout ce qui est négociation est préférable. Mais en général, pour ça, il faut qu'il y ait un rapport de force, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une opinion publique qui soit informée de la situation. Or, l'opinion publique française n'est pas vraiment informée de toute cette turpitude. Et quelques journalistes le sont, mais moi je dirais qu'ils ne font pas suffisamment bien leur travail. Donc bon, c'est que Manuel Domergue notamment, mais il n'est pas tout seul, a fait un livre très intéressant sur le Cameroun. C'est un peu la relève depuis Verschave, je pense. C'est assez encourageant. J'étais avec lui tout à l'heure. Bravo. Il faut du courage et une honnêteté morale, une honnêteté intellectuelle à toute épreuve pour arriver comme ça à être aussi intelligent, autant homme de plume, homme d'intellect et homme d'action. Justement, il s'est penché sur un crime vraiment caché de la France-Afrique au Cameroun contre l'UPC, il me semble. Oui. C'est ça. Ouais.
dire, c'est des massacres. Hein, et c'est pas qu'au Cameroun qu'il y en a eu, il y en a eu un peu partout. Moi, je parle de l'ingénierie coloniale, c'est toujours appuyé sur le massacre, la division, ou massacre par supplétif interposé. C'est-à-dire, je crois que le néocolonialisme n'est que massacre par supplétif interposé. On a l'impression qu'au Togo, au Gabon, etc., on a des armées. On n'a pas des armées. On a des supplétifs instrumentalisés par des experts militaires blancs, des services secrets qui sont cachés derrière, qui tirent les manettes à coups de, comment dire, là je caricature grossièrement pour aller vite, mais bon, à coups de manipulation, de corruption, de division, bon, mais c'est les mêmes crimes coloniaux qui continuent, sauf que maintenant les auteurs sont noirs, superficiellement, apparemment, sont noirs, mais le système n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de volonté d'hégémonie et comment dire, de volonté d'hégémonie et je dirais d'une anthropologie pervertie, c'est-à-dire une représentation de l'être humain, de l'espèce humaine hiérarchisée. Il y a ceux qui sont au-dessus, qui méritent de vivre, et plus que de vivre avec le plus large confort possible, et les autres qui sont en train de crever, s'ils crèvent, c'est qu'ils l'ont mérité, ils n'avaient qu'à être un peu plus seigneurs qu'ils ne sont. Alors j'étais au procès Elf et notamment à Lango-Laguette là récemment. Souvent on voit lors de ces procès que ce sont des renvois d'ascenseur entre des partis qui s'opposent, des différents réseaux de la France-Afrique, et que finalement on ne juge jamais réellement les vrais crimes vis-à-vis des populations qui n'ont rien pour se défendre. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça, le constat par rapport à ces procès qui est assez alarmant? Évidemment, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour vous expliquer ça. J'étais dans cette lutte-là, j'ai eu souvent à rencontrer un monsieur très honnête, très franc, très bagarreur, c'est Albert Bourgi, dont il se trouve qu'il est le frère de Robert Bourgi. Et j'ai envie de lui poser la question, dis-moi honnêtement Albert, tu nous aimes, tu te bagarres, mais dis-moi, si un jour on a ton frangin dans le collimateur et qu'on est prêt à le buter, est-ce que tu voleras au secours de ton frère ou est-ce que tu voleras au secours de la justice? Je suis sûr qu'il volera au secours de son frère. Donc bon, les gens aiment bien la justice de façon abstraite, mais quand il est question d'intérêt, la gauche, la droite, même le Front National, ils aiment bien la justice, ils aiment bien leur petite guéguerre, mais quand il est question de ce qui leur paraît être l'intérêt de la France, alors que ce n'est même pas l'intérêt de la France, c'est que de l'esbrouf, c'est que de la superficie. S'il y avait de véritables hommes politiques visionnaires en France, ils verraient que l'avenir de la France est en Afrique francophone. Si la France ne réalise pas que son avenir est en Afrique francophone, d'ici 15, 20, 30 ans, la France ne sera de plus en plus qu'une petite province du monde. Alors qu'elle a la possibilité. Prenons par exemple, sur la toile, sur Internet. Depuis que Internet est né, le français ne fait que dégringoler. Mais imaginons par exemple qu'avec la France, on ait une véritable politique culturelle, linguistique, scientifique, dynamique, et que la France investisse vraiment sur la jeunesse africaine. La part du français remonterait de façon magnifique dans l'Internet. Là, moi, mes enfants qui sont métis, qui sont nés en France, etc., je leur dis, écoutez, les mômes, on se carapate, on va aller au Ghana, parce que le français ne vous sera d'aucune utilité. J'adore la langue française, j'adore Verlaine, j'adore Mallarmé, j'adore la langue française, mais bon, bientôt ça ne sera qu'une langue morte. Je préfère que vous maîtrisiez l'anglais. Je préfère vous avez une partie de votre famille, parce que c'est le cas en Chine, je préfère que vous alliez parfaire votre culture
en Chine. La France, bon, bah, dommage pour elle. Donc voilà, je crois que bon, on est dans une espèce de, malheureusement, de France morte, d'idée de la France morte. Oui, voilà, Verschaff parlait du retrait de la France qui était nécessaire par rapport à ce problème France-africain. Au final, c'est un peu ce que tu es en train de traduire là actuellement, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que la France et que c'est essentiel que l'Afrique vive autrement qu'à travers la France. Bah oui, voilà, là la France n'a pas le choix. Maintenant, c'est à elle de réaliser. Bon, je me donne un nouveau projet civilisationnel, parce que j'ai des gens, la chance d'avoir des gens qui parlent français, qui sont imprégnés de culture française, qui sont en même temps très mondialisés. Par exemple, quand on va à Lomé aujourd'hui, il n'y a plus de Loméens. Les Loméens sont à la fois à Accra, bientôt ils vont être à Lagos, etc. Sur toute cette côte-là, il va y avoir une espèce comment dire, je parle de Silicon Gulf, parce que du Nigeria, il y a une espèce d'inventivité informatique, et c'est en train de balayer toute cette côte, parce que la population est ultra jeune. Et un autre phénomène, c'est Nollywood, c'est-à-dire c'est les films nigérians qui sont en train de convertir toute cette côte à l'anglais. De plus en plus de gens à Lomé qui n'ont jamais mis les pieds à l'école pour apprendre l'anglais se débrouillent mieux aujourd'hui avec le pidgin anglais de Lagos qu'avec le français. Alors, ils vont nous ressortir le complexe de Fashoda, l'opposition anglo-saxonne, alors qu'on était la sous-traitante des États-Unis finalement en Afrique depuis les années 60 et De Gaulle. Oui. Il nous reste 2 secondes. Ouais.